Regardons effectivement ces images, elles sont très parlantes parmi la pléiade d'images qu'on a reçues ces derniers jours. Écoutons le même, ces soldats russes qui se plaignent de leur camp de base. Prochaine tente. Les gazinières ne fonctionnent pas. Il y a plein de déchets. Rien ne marche. Tous les lits sont pourris. Ça pue la pisse. Il y a des trous partout. Et pour rappel, il fait moins 25 degrés dehors aujourd'hui. La tente est complètement givrée. Et toute la moisissure a gelé. La tente est complètement gelée. Évidemment, ça se passe presque de commentaires, tout est là. Hein. Oui, tout est là. Mais alors maintenant, là aussi, on peut se méfier. C'est toujours la guerre de l'information. Les images ukrainiennes nous montrent des soldats bien entraînés, bien équipés, et les Russes nous montrent des soldats mal équipés et complètement démoralisés. Où est le curseur de la vraisemblable réalité? On peut penser que toutes les unités russes ne sont pas dans le même état de délabrement, et les combats montrent qu'ils ils résistent en ce moment efficacement, aussi bien dans la région de Donetsk que dans la région de Louhansk. Alors, il y a un enjeu sur les civils en particulier, avec une marge d'inconnu là aussi. Des millions d'Ukrainiens, jour après jour, nuit après nuit, en dessous de 0 degré, subissent les coupures d'électricité. Souvent, ce sont des interruptions de plusieurs heures. Regardez ces images d'un supermarché à Kherson. C'est la ville qui a été libérée. Et l'image est très parlante parce que tout le monde, évidemment, se précipite au supermarché. Et puis, c'est un endroit où on peut recharger son téléphone portable. Donc, tout le monde, dans ce supermarché central de Kherson, se précipite là pour ça. L'enjeu de l'électricité coupée, est-ce que ça peut, selon vous, faire fléchir le moral ukrainien? L'enjeu de la sécurité de l'électricité coupée, il est considérable. Il y a le précédent de ce qui s'était passé au Kosovo et en Serbie lors des conflits dans ces deux pays, où on avait délibérément à l'époque visé les centrales électriques serbes, de telle manière que les Serbes ne puissent plus être approvisionnés en eau. Parce que pour avoir de l'eau dans certains pays, il faut avoir des pompes pour aller la pomper dans la nappe phréatique. Et à partir du moment où vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'eau. Quand vous dites on, c'était l'OTAN à l'époque. C'était l'OTAN. Oui. Et ça a été extrêmement efficace, puisque effectivement la Serbie a accepté les négociations. Donc vous voyez à quel point l'électricité peut être un enjeu, parce que si on prive les gens d'énergie, alors là il y a le chauffage, mais il y a aussi l'alimentation en eau pour tous les pays, tous les endroits où ils sont éloignés d'un fleuve. Puis le fleuve n'est pas forcément potable. Il y a toutes les installations d'épuration qui sont aussi menacées. Et puis après, il y a effectivement la communication. Et on sait aussi que les Ukrainiens fonctionnent beaucoup avec leur matériel, si j'ose dire, des téléphones portables. Et là, il faut les recharger. Alors, vous rappelez au passage que l'OTAN l'a fait. Alors ça n'excuse évidemment, ça n'exonère en rien les Russes, mais ça montre à quel point dans chaque guerre, le fait de viser les infrastructures civiles est utilisé en réalité souvent. Les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas hésité à viser les barrages de la Ruhr pour faire exploser ces barrages. Il y a un film célèbre qui s'appelle Les briseurs de barrages et qui montre comment cet exploit des aviateurs anglais pour faire sauter le barrage et qui s'est déversé ensuite en aval et qui a détruit un certain nombre d'usines d'armement. Donc on est toujours dans cette logique-là où les installations civiles sont aussi des enjeux de guerre. Mais là, on a une différence, effectivement. Même les usines d'armement, il y a un aspect militaire, alors que viser des centrales électriques, c'est évidemment strictement civil. Oui, enfin, ceci près que si vous n'avez plus d'électricité, vous ne faites plus tourner votre usine d'armement. Là, est-ce que ça peut être un handicap réel ou est-ce qu'au contraire, ça va souder encore davantage les Ukrainiens qui sont attaqués? En général, vous avez le double effet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui vont être démoralisés, affaiblis, et qui peuvent même mourir de froid. On peut avoir des gens qui vont mourir de froid. Donc ça, c'est terrible. Et puis ces gens-là, ils ont eu leur maison détruite et ils ont eu leurs équipements volés ou détruits par le flamme. Et donc, ils ne sont plus en mesure de se protéger. Donc ça, pour la population civile, contrairement aux militaires, l'hiver, c'est redoutable. Donc le moral va fléchir, mais en même temps, la haine de l'autre va croître. Et là, par contre, c'est plutôt mal parti pour les négociations. Oui, facteur aggravant, ce sont ces drones iraniens qui visiblement vont se multiplier. C'est l'information du Washington Post. La Russie a signé un accord avec Téhéran en vertu duquel l'Iran l'aidera à produire des centaines de drones d'attaque sur son sol, donc production sur le sol même de la Russie, selon des informations reçues par le Washington Post. Il faut rappeler que précisément ces drones, dans la destruction des infrastructures civiles ukrainiennes, jouent un rôle très important ces dernières semaines.
Alors ça, je n'ai pas les chiffres précis à ce sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les centrales sont les victimes de missiles russes et que les Russes essayent de les détruire, celles-là. Par contre, on peut penser que des installations beaucoup plus légères, comme des transformateurs, comme des parcs électriques, eux, peuvent être la cible de drones. Bon, ces drones iraniens, ils sont efficaces au sens où la moitié d'entre eux, à peu près, arrivent sur la cible, mais que la moitié. C'est à peu près d'ailleurs la statistique pour les missiles russes également. Donc on voit que c'est assez relatif. Et on sait qu'actuellement les stocks sont faibles, puisqu'il y avait eu 700 missiles, je crois, livrés. Il y en a déjà eu 400 utilisés. Il en reste à peu près 300. Donc il est urgent de relancer les chaînes de production en Iran, puis après il faut les acheminer, et en Russie. Mais en Russie, créer une usine, c'est quand même pas immédiat. Le sonore même est fait pour terroriser. Il y a une dimension d'effroi. On peut écouter le son de ces drones qui passent évidemment à très basse altitude, relativement lentement, c'est ça, par rapport à un missile. C'est quoi la vitesse d'une centaine de kilomètres heure. Et qui font un bruit très caractéristique qui ajoute encore à l'affolement des gens qui sont menacés. Écoutez d'abord le sonore. Ça, c'est la terreur. C'est aussi agaçant qu'un moustique dans une chambre. Ouais. C'est un peu plus gros et un peu plus dangereux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi très ancien. Pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Stuka allemands, c'est-à-dire ces avions d'assaut qui ont attaqué les civils sur les routes, étaient équipés de sirènes qui venaient encore amplifier le bruit des bombes au moment où ils attaquaient. Donc vous aviez non seulement le bruit de l'avion qui arrivait sur vous, mais également une sirène qui se déclenchait et les bombes qui tombaient. Donc là, on est vraiment pour créer la panique. On voit que l'Europe se mobilise. Il y aura une très grande conférence à Paris à ce sujet le 13 décembre. Il y a des envois de générateurs de la part de beaucoup de pays européens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là ou est-ce que c'est le tonneau qui fuite partout? Parce que c'est un très grand pays, 40 millions. C'est un pays plus grand que la France même. Oui, c'est 11 millions d'habitants. Bon, il y a tous ceux qui sont réfugiés dans les pays voisins. Mais c'est effectivement un pays qui est encore, il doit y avoir de l'ordre de 6 à 8 millions d'habitants, donc une population conséquente, sur un espace très vaste, comme vous le soulignez. Et les générateurs ne vont pas tout résoudre. Les générateurs, c'est très bien pour toutes les installations militaires et les installations de la sécurité civile, les hôpitaux, mais ça ne suffira pas. Donc ce qu'il faut aussi, et je pense que ces besoins sont pris en compte, c'est fournir du matériel pour remplacer celui qui a été détruit. Et là, on peut penser qu'effectivement, on a beaucoup d'expertise à la fois en France et en Allemagne dans ce domaine de l'électricité et du matériel électrique. Il y a de très grandes entreprises également aux États-Unis. On peut penser qu'on les fournira dans tout le matériel nécessaire pour remettre à jour leurs équipements. Mais ça va coûter très cher. Les Ukrainiens ne se laissent pas du tout impressionner pour l'instant. En tout cas, l'armée ukrainienne, les autorités ukrainiennes, elles sont plutôt à l'assaut. Déclaration du vice-ministre ukrainien, qui évidemment a beaucoup résonné ces dernières heures. Il dit « Nous allons aller vers la Crimée ». On peut peut-être reprendre la carte qu'on avait tout à l'heure pour bien comprendre le chemin. Ils ont libéré Kherson. Et loin de s'arrêter, ils vont poursuivre en réalité jusqu'à la Crimée. Il y a là une façon de dire on va récupérer chaque centimètre carré de l'Ukraine. Incontestablement, mais ce message, il est aussi adressé aux Occidentaux. Je pense que les Ukrainiens doivent trouver qu'on parle un peu trop en ce moment, de reprendre des négociations et d'abandonner la Crimée aux Russes. Donc c'est une manière pour eux d'affirmer leur résolution et de dire qu'ils vont aller jusqu'en Crimée. Oui, c'est l'objectif affiché clairement par le président Zelensky, c'est reprendre tout le territoire ukrainien, Crimée compris. Écoutez la déclaration, écoutez la déclaration de son vice-premier. Alors lui, il parle du court terme, il dit décembre. Écoutez-le. La guerre prendra du temps, mais mon sentiment est que d'ici la fin du printemps, cette guerre sera terminée, sera finie. D'ici la fin du printemps? Oui, forcément. Forcément, ça pourrait passer plus tôt, mais... Mais fini, que toutes les troupes russes sortent? Oui. Tout de suite, de Crimée. C'est un maximum de temps dont ils disposent. D'ici la fin du printemps, on pourrait exister sur notre territoire. Mais pourquoi cette chronologie? Pourquoi êtes-vous si confiant? Intuition. C'est ça. La fin du printemps, on est plutôt en jeu. Oui, mais ensuite, il ajoute, on va attaquer la Crimée avant décembre. Voilà, c'est ça qui paraît. Ça vous paraît audacieux? Totalement, oui. Parce qu'on voit bien déjà qu'aujourd'hui, il y a des informations comme quoi les Russes font remonter leurs forces qu'ils ont évacuées de Kherson
vers en particulier la région de Mariupol. Donc si vous remettez la carte, on voit qu'on est quelque part pour bloquer un front qui se créerait au sud de Zaporizhzhia. Mais c'est bien par là qu'il faut passer maintenant, parce que le Dniepr est une barrière presque infranchissable. Ça apparaît très clairement sur votre carte. Vous voyez qu'il faut passer au nord de Mariupol ou à l'ouest de Mariupol. Et là, les Russes se préparent et ils déplacent leurs forces. Et cependant, on voit à quel point les Russes se barricadent. On peut peut-être voir la carte des fortifications où on voit bien de quelle manière la Crimée en particulier, tout le long de la langue de terre qui lie la Crimée à la terre, ils sont en train de se fortifier. On voit ça ici. C'est très parlant parce que Mariupol, ville prise dans des conditions que tout le monde se rappelle, il y a des fortifications tout le long de Mariupol, assez loin de la ligne de front actuelle. Et la Crimée aussi. Ils sont en train de barrer la Crimée comme s'ils se disaient ça va être notre sanctuaire. Exactement, mais c'est effectivement ce qu'ils souhaitent. Maintenant, ce que vous voyez également, c'est que leur fortification commence à être construite assez loin. Ça prouve qu'ils n'ont quand même pas tellement le moral. Et également, là, ça montre sur votre image à quel point Mariupol est un symbole, puisque souvenons-nous, Mariupol, c'est la ville qui n'avait pas été prise en 2014, qui avait tenu face à l'invasion russe, et qui a été prise cette fois-ci. Donc c'est un symbole encore plus important que Kherson. Il faut absolument éviter de perdre Mariupol. Et je pense que les Ukrainiens feront tout pour récupérer Mariupol avant. Oui, Mariupol, c'est très intéressant que vous souligniez ça. C'était l'exemple de la russification. Il disait c'est russe. Il y a eu cette déclaration de Vladimir Poutine sur la place rouge, qui dit ça avec une forme d'évidence. Il dit mais bien sûr c'est russe Mariupol. On sent que l'enjeu de Mariupol, cette ville qu'ils ont détruite dans les conditions qu'on a vues, est au centre de tout. C'est extrêmement important et d'ailleurs la communication ukrainienne aujourd'hui disait que le maire de Mariupol, le maire ukrainien de Mariupol qui est en exil en Ukraine, était actuellement passé en Pologne pour se faire présenter des plans de reconstruction de la ville. Donc c'est les Ukrainiens qui répondent aux Russes, attendez, vous rêvez complètement, on ne va pas vous la laisser, non seulement on ne va pas vous la laisser, mais en plus on va la reconstruire. Vous disiez, tous ces messages ukrainiens s'adressent évidemment à leur opinion, évidemment aux Russes, mais aussi aux Occidentaux. C'est une manière de dire aux Occidentaux, n'essayez pas de nous forcer la main pour négocier. On se battra jusqu'au bout et si vous pensez à nous amener à négocier, vous n'y arriverez pas. Alors là aussi, on est complètement dans du déclaratif. On sait tous que les Ukrainiens ont beaucoup besoin des armes occidentales, et pas seulement des armes, également des moyens financiers pour maintenir la tête hors de l'eau. Et donc c'est vraiment de la communication là pour le coup. Écoutons ce que dit l'Occident précisément par la voix de Lloyd Austin, c'est le secrétaire d'État américain à la Défense. Il s'exprime à ce sujet, le face-à-face avec les autocraties. Je ne sais pas si on peut voir sa citation. Lloyd Austin donc qui dit « Pékin comme Moscou cherche un monde où la force fait le bien, où les différends sont résolus par la force et où les autocrates peuvent étouffer la flamme de la liberté ». Ça c'est la côté... On est au combat toujours contre les dictatures, mais ils ajoutent il va falloir peut-être un jour négocier. Ils ont prononcé plusieurs fois le mot négociation. Oui, mais la guerre se termine toujours par une négociation. Alors après, ça peut être une capitulation sans condition, ce qu'a connu l'Allemagne à la Première Guerre mondiale et ce qu'elle a connu à nouveau à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez les Ukrainiens qui disent il n'est pas question de négocier? La seule logique est de reprendre jusqu'au dernier centimètre, y compris de la Crimée. Le reste est de la concession en réalité. Exactement, mais pour les Ukrainiens, c'est capital, parce que depuis le début, c'est ce qu'ils affirment comme but de guerre. Souvenons-nous que Poutine leur avait dit « je vais détruire votre pays et l'envahir complètement », parce qu'il est tenu par des nazis, donc ils mettent un point d'honneur à faire le contraire. Souvenez-vous que M. Austin a dit, il y a déjà quelque temps, avait affiché un autre but de guerre américain. Le but de guerre américain à l'époque, c'était affaiblir suffisamment la Russie pour qu'elle ne soit plus en état d'attaquer les pays de l'OTAN qui sont frontaliers. Or maintenant... il y a 2 pays de l'OTAN qui sont frontaliers en plus auprès de la Russie, c'est la Finlande et la Suède. Écoutez ce que dit Kiev par la voix de M. Podolyak, conseiller de la présidence, et c'est exactement l'écho de ce que vous dites, il n'est pas question de négocier, il dit même de façon un peu ironique et un peu féroce, c'est bizarre qu'on nous parle tellement de négociations alors que nous sommes en train de gagner sur le terrain. Quand tu as l'initiative sur le champ de bataille, c'est un peu bizarre de recevoir des propositions du genre « Vous ne pourrez pas de toute façon tout faire par la voie militaire ou mener les négociations ». Mais mener les négociations lorsque vous avez l'initiative signifie que l'Ukraine doit capituler.
Le langage est très clair là, hein. Il n'est pas question de... C'est une capitulation en fait qu'on demanderait aux Ukrainiens. Oui, exactement. C'était l'objectif de guerre de Poutine au départ, donc c'est parfaitement cohérent. Mais c'est l'objectif de Poutine, pas celui des Occidentaux. Aujourd'hui, est-ce que ce sont des discours de façade ou est-ce que selon vous, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, à se battre jusqu'au bout? Non, c'est la guerre. Et ce ne sont pas des discours de façade. Souvenez-vous, là encore, c'est terrible d'être toujours ramené à la Seconde Guerre mondiale, mais souvenez-vous de Churchill annonçant à son pays du sang et des larmes pendant toutes les années qui allaient arriver. C'est ce qui s'est produit. Avec des nouveautés chaque jour. Aujourd'hui, évidemment, ce sont ces bombardements sur le site même de Zaporijjia. Vous nous rejoignez, monsieur l'ambassadeur Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de Vivre avec Poutine, pour comprendre ce qui est en train de se passer ici à Zaporijjia. D'abord, la pleine mesure de l'événement. Zaporijjia, une des plus grandes centrales d'Europe, peut-être même la plus grande centrale d'Europe, qui est touchée par des tirs, par des bombardements, et cette fois-ci sur le site même. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique parle d'inquiétude majeure. Elle dit on joue avec le feu. Oui, c'est gravissime parce que des centrales électronucléaires en zone de guerre, ça ne s'est jamais vu avant Zaporijjia, en effet. Alors, on a déjà eu une alerte chaude. L'AIEA a fait sa mission, ça a un petit peu calmé les choses. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, il y a à nouveau des explosions. Et on se demande, évidemment, puisque les deux belligérants s'accusent mutuellement, d'où ça peut venir. Moi, j'ai une petite hypothèse, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est que, dans le fond, la dynamique de l'armée ukrainienne, après Kherson, c'est d'aller vers Zaporijjia. C'est l'oblast voisin. Et comme il est impossible, probablement, de traverser le Dniepr devant Kherson, il faut remonter un peu vers le nord-est, de façon à rejoindre les autres troupes ukrainiennes et pouvoir aller du côté de la rive gauche du Dniepr. Et probablement pour attirer l'attention là-dessus, les Russes ont envoyé des missiles pour faire une explosion proche de la centrale, pour montrer combien c'était dangereux si les Ukrainiens entreprenaient de reprendre ce territoire et de reprendre la centrale. C'est une hypothèse parmi d'autres, mais effectivement, ça me paraît possible. On retrouve un peu les paradoxes qu'on a vus avec le missile et le contre-tir ukrainien à la frontière de la Pologne. En réalité, dès lors qu'on se bat proche d'un objectif, le risque existe que l'un ou l'autre, il y ait des effets. Et d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, les Russes ont utilisé leur stock de missiles de précision et que les missiles qui restent, qui sont des missiles de génération précédente, sont nettement moins précis. Comme ils en sont réduits à tirer des missiles qui n'ont pas été faits pour les objectifs qui sont conçus, bien, ils sont peu précis et donc le risque de dommages collatéraux a considérablement augmenté. C'est ce que dit l'agence énergétique ukrainienne ce soir, puisqu'elle dit qu'il y a eu des tirs russes dans cette région. Après, elle est un peu évasive sur la suite, donc est-ce qu'il y a eu des contre-tirs ukrainiens? Ça, l'avenir le dira. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde, si on s'arrête, voilà, ce matin, à la suite de nombreux bombardements russes, au moins 12 frappes ont été enregistrées sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Si on regarde la carte plus précisément, et dans la suite de ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur, qu'on comprenne bien, tout ça se passe dans la même région, effectivement. Les événements des derniers jours, les événements décisifs, à Kherson, à Zaporijjia, la centrale, à Zaporijjia, la ville, tout ça se tient. Mouchoir, c'est beaucoup dire, c'est un grand mouchoir, mais ça se tient. Et je crois qu'en effet, ça rend d'actualité à nouveau ce qu'avait dit le président de la République et ce qu'avait dit aussi le directeur général de l'AIEA, M. Gossi. Il faut absolument retirer les troupes des centrales électronucléaires. C'est extraordinairement dangereux d'avoir l'idée de faire une zone de guerre autour ou même dans une centrale électronucléaire. Alors là, il y a 6 réacteurs. Effectivement, tout peut arriver. Tout peut arriver. Est-ce que c'est une manière d'affoler les opinions à nouveau? À chaque fois, on voit que c'est un levier quasi mécanique parce que le lobby nucléaire, il y a un lobby nucléaire aussi, mais aussi un certain nombre de scientifiques vous disent attention, même Tchernobyl a fait en réalité très peu de conséquences en Europe de l'Ouest. Vous savez que c'est discuté. Beaucoup de militants antinucléaires disent qu'on sous-estime en réalité le nombre de morts, mais l'affolement est là, quoi qu'il en soit. Bien sûr, parce que c'est un sujet extrêmement sensible pour les populations, pour tout le monde, pour toutes les populations civiles. Mais en l'occurrence, c'est probablement l'objet est probablement d'attirer l'attention sur les risques que ferait courir à la sûreté, à la sécurité de la centrale, une attaque ukrainienne si elle se produisait dans les jours qui viennent. Mais je ne pense pas que les Ukrainiens prendraient le risque d'attaquer frontalement
Zaporijjia. D'abord, il faut traverser le lac pour y arriver, donc ce n'est pas immédiat. Ils vont passer certainement beaucoup plus à l'est, à peu près à 40 km à l'est. Et dans les 40 km à l'est, vous voyez bien que le risque de bombardement de la centrale est évitable. Non, je crois que là, c'est vraiment, comme vous le dites fort bien, monsieur l'ambassadeur, réveiller le discours des antinucléaires en Occident, qui fasse pression sur l'Ukraine. C'est ça. La pression sur les opinions, elle agit par les prix, l'inflation, les prix, par l'énergie et maintenant aussi par le nucléaire. Par la menace nucléaire. Et d'ailleurs, chaque fois que les Russes ont été en difficulté, à chaque fois, ils ont brandi soit la menace de l'arme, soit la menace sur les installations nucléaires ukrainiennes. N'oublions pas qu'ils ont également visé les centrales ukrainiennes qui, elles, continuent à produire de l'électricité pour l'Ukraine. Donc celles-là aussi, elles sont en danger. Je ne serais pas surpris qu'un jour, le parc électrique, c'est-à-dire le transformateur qui se trouve à côté de la centrale et qui alimente les lignes à haute tension de ces centrales-là, soit détruit. Sur la gravité des faits, lisez ce que dit Raphaël Grossi, que vous citiez tout à l'heure, le patron de l'Agence internationale de l'Agence atomique. Il a parlé d'une situation gravissime, ce sont ses mots. Il dit « Les informations transmises à notre équipe sont extrêmement inquiétantes. Des explosions ont eu lieu sur le site de la centrale nucléaire, ce qui est totalement inacceptable. » Et il ajoute qu'on joue avec le feu, peu importe qui est derrière ces frappes, cela doit s'arrêter immédiatement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous jouez avec le feu. C'est une agence de l'ONU, donc il est tenu à une certaine neutralité, en effet. Et je crois que c'est un très bon négociateur. Il l'a montré lors de sa première mission. Je pense que là, il va aussi faire ce qu'il peut, mais c'est très difficile parce que tant qu'il y aura des soldats russes dans la centrale, qui d'ailleurs, depuis la dernière alerte, appartient maintenant à Rosatom, puisque Poutine a signé un décret donnant l'ordre à Rosatom de prendre les commandes dans cette centrale, donc elle n'appartient plus à l'autorité des électriciens de l'Ukraine. Donc on est dans une situation qui est juridiquement même extrêmement complexe. Et on revoit ici les images des inspecteurs. Ça, c'était quand il y a eu les inspections, mais en réalité, il ne reste aujourd'hui que 2 inspecteurs dans ce très grand site. Oui. Il ne reste que 2 inspecteurs de l'AIEA. C'est le jour où on leur expliquait que l'un des missiles avait fait un demi-tour et qu'il ne venait pas du tout du nord, mais probablement du sud. Il avait fait au dernier moment un demi-tour. Ouais. C'est les représentants, là, n'est-ce pas, russes, qui expliquaient effectivement, et c'est ce qui vous fait sourire, que le missile aurait fait une trajectoire comme ça un peu originale où il serait revenu un petit peu sur sa route. Oui, non, on peut dire à peu près n'importe quoi dans ces cas-là, mais effectivement, ce qui est important, c'est qu'il y ait bien ces inspecteurs de l'agence, ces 2 personnes, parce que c'est le regard extérieur. Aujourd'hui, depuis qu'effectivement Rosatom a pris le contrôle de la centrale, c'est de plus en plus compliqué. Mais n'oublions pas que les Russes ont du mal à envoyer leurs experts de nucléaire là-bas, parce qu'ils ne sont pas tellement volontaires pour y aller. Prendre cette centrale, et surtout parce que les Ukrainiens sont indispensables, parce que tous ceux qui avaient conçu la centrale à l'époque soviétique, maintenant ils ont disparu, ils sont morts ou au moins à la retraite, et donc les gens jeunes qui équipent sont des équipes ukrainiennes qui connaissent parfaitement les installations d'aujourd'hui. D'autant plus que ces installations-là, elles ont été sécurisées après la chute du mur, après quand l'Ukraine est devenue un pays ouvert, et qui a pris des mesures de sûreté sur cette centrale. Est-ce que le risque existe, selon vous, du calcul purement cynique et vraiment cynique de frapper réellement? Vous parliez tout à l'heure de la possibilité de percer le dôme, mais il faut vraiment le vouloir avec des armes extrêmement puissantes pour dire, voilà, on est à ce degré-là de danger, n'essayez pas de nous chercher sur cette terre de Zaporijjia. Il y a plus facile. Il suffit de détruire les installations de refroidissement, comme on vous l'a expliqué. Et ça, c'est beaucoup moins protégé, parce que là, en fait, toutes les protections qu'on évoque, cette enceinte de béton, cette cuve renforcée, tout ça, c'est pour protéger des neutrons. Mais par contre, les systèmes de refroidissement, eux, ils sont pratiquement à l'air libre. Enfin, ils sont dans un hangar agricole, si j'ose dire. C'est des installations industrielles. Donc, c'est extrêmement vulnérable. Et si on veut mettre la centrale en péril, c'est exactement comme lors du raz-de-marée de Fukushima au Japon. Il suffit de détruire les installations de refroidissement, et ça, c'est relativement facile. Je pense que si les Ukrainiens arrivaient à prendre le contrôle de la province de Zaporijjia, les Russes seraient capables, en effet, de faire un sabotage. Après tout, fichu pour fichu, on fait sauter la chose. Et les explosions de ce matin,
c'est aussi un peu cette menace. C'est-à-dire que si les Ukrainiens s'approchaient trop, et a fortiori s'ils connaissaient un succès militaire à ce sujet, il est probable que tout simplement les Russes se vengeraient et que les conséquences seraient évidemment incalculables. Amiral, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de vos explications. Évidemment, on continue avec vous, monsieur l'ambassadeur. Vous avez pratiqué, Vladimir Poutine, vous avez pratiqué ce pouvoir à une autre époque, c'était quelles années? Premier mandat de Poutine. Comment est-ce que vous comprenez cette logique qui est à ce point proche même de la logique soviétique, où on ose s'attaquer à des infrastructures ou en tout cas à en prendre la maîtrise de manière aussi risquée? Vladimir Poutine a eu une formation au KGB, donc par conséquent il a cette formation soviétique. C'est un homo soviéticus à la base, qui en plus a probablement ressenti comme une humiliation extrême lorsqu'il était en poste à Dresde, l'effondrement du mur de Berlin, le fait que son bureau a failli être pris d'assaut par la population de Dresde et il a dû brûler les papiers, il a dû négocier avec les manifestants pour les empêcher d'entrer et de saccager les bureaux du KGB, et qu'ensuite, quelques jours plus tard, il est reparti dans sa petite voiture avec sa famille, direction Saint-Pétersbourg. Donc pour lui, un État aussi fort que l'Allemagne de l'Est pouvait s'effondrer tout d'un coup parce que la population avait décidé que cet État n'existait plus. Vous parlez de l'Allemagne de l'Est. On va dans quelques instants recevoir Stéphane Courtois, historien du communisme. Et pour Poutine, ça a été presque un idéal. Il dit dans les interviews, et c'est très frappant, que l'Allemagne de l'Est, qui franchement, vu d'un Européen de l'Ouest, était un enfer. Pour lui, c'était l'ordre, la propreté, la maîtrise par les services. Tout ça, c'était pas mal. C'était en effet un État totalement contrôlé, avec un dirigeant, Honecker, qui était particulièrement obtus. D'ailleurs, ça avait été dit par le président de l'Union soviétique de l'époque, qui disait « mais il n'y a absolument rien à faire avec ce type, il ne comprend rien, il ne veut pas faire de réformes ». Et en effet, c'était l'instabilité. C'était l'instabilité, pardon. Alors, ce rapport avec l'Occident qui s'exprime toujours à la télévision russe, les menaces sur l'Occident, les menaces sur les civils en Ukraine. Ce soir, à la télévision russe, ces déclarations sur, et on va venir, la guerre du froid, la manière dont les Russes espèrent casser la détermination des Ukrainiens avec le grand hiver qui est en train de s'aggraver, puisqu'on le rappelle, on est descendu en dessous de zéro en Ukraine. Et dans bien des cas, pendant plusieurs heures, notamment dans cette immense ville de Kiev qui compte 3 millions d'habitants, les gens sont privés d'électricité et donc de chauffage. Écoutez la télévision russe. Nous menons des frappes à l'encontre de l'Ukraine. Regardez, c'est impressionnant. Vous voyez ce qui se passe? L'entièreté du territoire ukrainien est touchée. Ce qui est nouveau est que nous ne touchons pas seulement des stations électriques ou des centrales thermiques. Nous avons aussi commencé à toucher une infrastructure gazière. La ligne est évidemment franchie. C'est clairement à partir de là que nous pouvons atteindre l'Ukraine. Ces frappes de représailles, et elles sont des représailles, c'est une façon de montrer notre haine sainte. Ils seront sans gaz, sans lumière et sans rien tout court. Si le régime de Kiev a choisi la voie de criminels de guerre, ils n'ont qu'à se geler et pourrir là-bas. Les gens normaux doivent se geler et pourrir. Les gens normaux doivent aller dans la rue et mettre fin au régime nazi de Zelensky. Voilà, il y a tout un vocabulaire qui était déjà présent au début de la guerre sur les prétendus nazis, mais la dimension guerre sainte, ça augmente depuis quelques semaines quand il dit une haine sainte. Donc frappe ciblée sur des objectifs civils, ce qui constitue probablement un crime contre l'humanité, parce que des gens vont mourir. En effet, vous le disiez, pas d'électricité, donc par conséquent pas d'eau. C'est beaucoup plus grave que l'absence d'électricité, puisque les pompes ne peuvent plus faire monter l'eau dans les immeubles, des problèmes sanitaires qui vont devenir à un moment donné insurmontables, et en effet, ces discours dans le fond totalement fascisants à la télévision officielle de la Russie. Vous utilisez ce terme fascisant. Comment définir en effet ce mélange entre de l'ultranationalisme, des post-communistes? Beaucoup de ces gens-là étaient d'anciens officiers du KGB, Vladimir Poutine qui était à Dresde, dont vous parliez, lieutenant-colonel, et puis cette idéologie maintenant très religieuse
Là, je parlais des propagandistes de la télévision russe qui, en effet, utilisent des termes qui relèvent, en effet, d'une idéologie de type fasciste, qui vont beaucoup plus loin que les dirigeants russes, puisque à certains moments, ils ont même imaginé des images de Paris, Londres, bombardées par des missiles portant une bombe nucléaire. Donc, eux, ça va très très loin, bien au-delà de ce que disent ou de ce qu'imaginent les dirigeants de la Russie. C'est un petit peu leur rôle. Probablement qu'ils ont encore quelques auditeurs, mais certainement pas chez les jeunes Russes qui, eux, s'informent par d'autres moyens et considèrent que cette propagande est en effet inacceptable.